La dernière facture de l'Empire. Le 29 décembre 2006, dans les bureaux feutrés du Trésor britannique à Londres, un fonctionnaire valide une transaction bancaire historique qui met fin à 6 décennies de dépendance financière. Ce virement de 832 millions de dollars, destiné au Trésor américain, représente la toute dernière échéance d'une dette contractée en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Pendant 60 ans, année après année, le Royaume-Uni a remboursé les États-Unis pour le capital prêté afin d'éviter la famine et l'effondrement économique, après avoir pourtant gagné la guerre contre l'Allemagne nazie. Ce moment, passé inaperçu du grand public, marque la fin symbolique d'une transition géopolitique majeure où une superpuissance a cédé sa place à une autre, non pas sur le champ de bataille, mais par le biais de contrats de prêt. Ce que l'histoire retient souvent comme une alliance indéfectible entre deux nations sœurs cache en réalité une transaction commerciale d'une brutalité comptable inouïe. Le prêt initial de 3,75 milliards de dollars a coûté au final 7,5 milliards aux contribuables britanniques, soit le double du capital, en raison des intérêts composés sur un demi-siècle. Mais ce remboursement monétaire n'était que la partie émergée de l'iceberg. Avant même de recevoir le premier dollar de ce prêt, Londres avait déjà dû liquider, sous la pression de Washington, une grande partie de son patrimoine impérial, vendant ses actifs stratégiques et ses réserves d'or pour financer son effort de guerre. Pour comprendre l'ampleur de ce transfert de richesse, il faut regarder au-delà des simples flux de trésorerie et comptabiliser les actifs réels cédés entre 1940 et 2006. On estime aujourd'hui que le transfert total de richesse de la Grande-Bretagne vers les États-Unis, incluant l'or, les technologies, les bases navales et les marchés commerciaux, avoisine les 450 milliards de dollars en valeur actuelle. À titre de comparaison, le célèbre plan de Marshall, souvent cité comme l'apogée de la générosité américaine pour reconstruire l'Europe, a coûté environ 200 milliards de dollars actuels. L'Amérique a donc extrait plus de richesses de son allié britannique qu'elle n'en a donné à l'ensemble du continent européen. Cette dynamique révèle une réalité crue de la géopolitique. Les États-Unis n'ont pas vaincu l'Empire britannique militairement, ils l'ont acquis par une forme de saisie immobilière et financière. Les négociations menées entre 1940 et 1946 ont transformé la victoire militaire de l'Angleterre en une faillite économique totale, forçant Londres à démanteler son propre système commercial pour satisfaire ses créanciers. Ce processus n'était pas accidentel, mais le résultat d'une stratégie délibérée visant à ouvrir les marchés mondiaux aux exportations américaines et à remplacer la livre sterling par le dollar comme monnaie de réserve mondiale. L'importance de cette histoire dépasse largement le cadre des relations anglo-américaines. Elle a servi de laboratoire pour le système financier moderne. Les mécanismes utilisés pour restructurer l'économie britannique, privatisation forcée, ouverture des marchés, convertibilité de la monnaie, sont devenus la matrice des interventions du Fonds monétaire international, FMI, au cours des 75 dernières années. Comprendre ce qui est arrivé à la Grande-Bretagne, c'est comprendre le piège de la dette, qui a ensuite été appliqué à des dizaines de nations émergentes, du Mexique à l'Indonésie. Dans ce documentaire, nous allons décortiquer comment une nation dominante a perdu sa souveraineté économique au profit de son allié. Nous verrons comment l'or de la Banque d'Angleterre a traversé l'Atlantique, comment des bases militaires stratégiques ont été bradées contre de vieux navires, et comment l'architecte de ce système a posé les bases de l'économie globalisée actuelle. C'est l'histoire de la plus grande liquidation d'actifs du XXe siècle. Une leçon magistrale sur le fait que, dans le jeu des nations, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Chapitre 1. L'asphyxie économique et le cash and carry. En septembre 1939, lorsque les chars allemands entrent en Pologne, le Royaume-Uni est encore, sur le papier, la première puissance financière du globe. L'Empire contrôle un quart de la surface terrestre. La City de Londres est le cœur battant de la finance mondiale et la livre sterling est la monnaie de référence. Les réserves d'or britanniques sont colossales, estimées à 4 milliards de dollars de l'époque, et le pays possède pour 20 milliards de dollars d'investissements à l'étranger, allant des chemins de fer argentins aux mines de cuivre chiliennes, générant des rentes annuelles massives qui soutiennent le train de vie de la métropole. Cependant, cette puissance apparente masque une vulnérabilité fatale. L'Angleterre est une île qui dépend de l'extérieur pour sa survie. Contrairement aux États-Unis qui sont riches en ressources naturelles, le Royaume-Uni doit importer 60% de sa nourriture et la quasi-totalité de ses matières premières industrielles comme le pétrole, l'acier ou le caoutchouc. La stratégie de l'Allemagne nazie est simple et impitoyable. L'étranglement économique via la guerre sous-marine pour couper les lignes de ravitaillement. Pour survivre et combattre, Londres doit importer massivement. Et le seul fournisseur capable de répondre à cette demande est l'Amérique. Mais en 1939, les États-Unis sont officiellement neutres et profondément isolationnistes. Le Congrès américain, méfiant envers les conflits européens, a voté des lois de neutralité strictes incluant la clause cash and carry.
Cette règle stipule que les belligérants peuvent acheter du matériel américain, mais uniquement s'ils paient comptant immédiatement et transportent les marchandises sur leur propre navire. Aucun crédit n'est accordé. Cela place le Royaume-Uni dans une situation financièrement intenable. Il doit dépenser des sommes astronomiques en dollars pour s'armer, alors que ses réserves sont limitées. Entre 1939 et 1940, une hémorragie de richesses sans précédent se produit. Pour payer les avions, les munitions et l'acier américain, la Grande-Bretagne liquide tout. L'opération Fish est lancée, le plus grand transfert d'or physique de l'histoire, où des cuirassés britanniques transportent secrètement 2 milliards de dollars de lingots d'or vers les coffres nord-américains. Une fois l'or épuisé, le gouvernement britannique ordonne à ses propres citoyens de déclarer et de remettre tout leur portefeuille d'actions étrangères, qui sont ensuite vendus en urgence à la bourse de New York. La liquidation s'étend ensuite aux joyaux de la couronne économique, les investissements directs à l'étranger. Des entreprises britanniques rentables, des parts dans des infrastructures mondiales et des brevets industriels sont vendus à la hâte, souvent à des prix bradés, à des investisseurs américains opportunistes. Ces ventes sont dévastatrices à long terme car elles privent l'Angleterre des revenus récurrents, dividendes, qui équilibraient sa balance commerciale. En vendant la poule aux œufs d'or pour payer les factures immédiates, l'Empire hypothèque son avenir. À la fin de l'année 1940, la situation est mathématiquement désespérée. L'or a disparu, les titres financiers ont été vendus, et les liquidités sont à sec. Pourtant, la guerre continue et les besoins en matériel augmentent. Winston Churchill envoie alors une lettre historique à Franklin Roosevelt exposant la réalité crue. La Grande-Bretagne est techniquement en faillite et ne peut plus payer comptant. C'est le moment de bascule où le destin financier du monde va se jouer, non plus sur les mers, mais dans les bureaux de Washington. Chapitre 2. L'audit impitoyable et le pré-bail. Face à la faillite imminente de son allié, le président Roosevelt comprend que si la Grande-Bretagne tombe, l'Allemagne contrôlera l'Europe entière, menaçant directement la sécurité américaine. Il doit trouver un moyen de contourner les lois de neutralité et l'opinion publique isolationniste. Il invente alors le concept du pré-bail, Lend-Lease, présenté avec une analogie rassurante. Si la maison de mon voisin brûle, je ne lui vends pas mon tuyau d'arrosage, je le lui prête et il me le rendra après. Publiquement, c'est un acte de générosité pour défendre la démocratie. En coulisses, c'est une négociation commerciale féroce. Henry Morgenthau Jr., le secrétaire du Trésor américain, est chargé des négociations. Bien qu'anti-nazi convaincu, sa priorité est la protection du contribuable américain. Sa position est claire. Avant que l'Amérique ne verse un seul dollar d'aide, la Grande-Bretagne doit prouver qu'elle a vidé ses poches jusqu'au dernier centime. Morgenthau exige un audit complet de l'Empire britannique. Il veut connaître chaque actif, chaque propriété, chaque réserve détenue par le gouvernement et les citoyens britanniques. Les négociateurs anglais sont stupéfaits, ils sont traités comme une entreprise en redressement judiciaire, pas comme un allié héroïque. L'exemple le plus flagrant de cette pression est l'affaire de l'American Vasco's Corporation. Cette société, filiale du groupe britannique Courtauld, était le plus grand producteur de rayonne aux États-Unis, valant plus de 100 millions de dollars. Morgenthau exige sa vente immédiate comme preuve de bonne foi. Sous la menace de voir le pré-bail bloqué au Congrès, Londres cède et force la vente. Les banquiers de Wall Street, sachant que les vendeurs sont désespérés, rachètent l'entreprise pour 54 millions de dollars, soit la moitié de sa valeur réelle, empochant des commissions énormes au passage. En parallèle, un autre accord illustre ce transfert de puissance, l'accord Destroyer for Bases. Churchill supplie Roosevelt de lui fournir des navires pour escorter les convois harcelés par les sous-marins allemands. Les États-Unis acceptent de fournir 50 vieux destroyers de la Première Guerre mondiale, obsolètes et peu fiables. En échange, ils exigent et obtiennent des baux de 99 ans sur des bases navales et aériennes britanniques stratégiques à travers le monde. Terre-Neuve, Bahamas, Jamaïque, Sainte-Lucie, Trinité, etc. Pour 50 vieux bateaux, l'Empire britannique cède le contrôle militaire de l'hémisphère occidental et de l'Atlantique Nord pour un siècle. C'est un coup de maître géopolitique pour Washington qui étend son périmètre de défense à peu de frais, tout en affaiblissant la capacité de projection autonome de la Royal Navy. À ce stade, en mars 1941, la Grande-Bretagne a déjà perdu son or, ses meilleurs investissements américains et ses bases stratégiques caribéennes. Ce n'est qu'après ce dépouillement systématique que le Congrès américain vote la loi pré-bail. L'aide commence à affluer, 31 milliards de dollars de matériel au total, permettant à l'Angleterre de continuer le combat. Mais cette aide contient une clause toxique, l'article 7, qui stipule qu'en échange de l'aide, le Royaume-Uni devra, après la guerre, démanteler son système de préférence impériale. C'est l'arrêt de mort économique de l'Empire, forçant l'ouverture des marchés du Commonwealth à la concurrence américaine, supérieure industriellement. Chapitre 3. La paix et la faillite immédiate.
Pendant 4 ans, l'économie britannique est entièrement restructurée pour la guerre totale. Les usines ne produisent mal que des armes, et la population est nourrie grâce aux importations américaines payées par le prêt-bail. Mais le 15 août 1945, lorsque le Japon capitule, une catastrophe économique frappe Londres. Le président Truman signe l'ordre d'arrêt immédiat du prêt-bail. Les navires américains en route vers l'Angleterre font demi-tour. Du jour au lendemain, le robinet financier est fermé sans période de transition. Le gouvernement britannique est en état de choc. Sans les dollars américains, le pays ne peut plus importer de nourriture ni de matières premières. John Maynard Keynes, le célèbre économiste, calcule que la Grande-Bretagne fait face à une famine et un effondrement industriel imminent. Le pays est techniquement insolvable, ayant sacrifié toute son économie productive pour l'effort de guerre. Il n'y a qu'une seule solution, demander un nouveau prêt d'urgence aux États-Unis. En septembre 1945, un Keynes vieillissant et malade se rend à Washington pour négocier. Il espère obtenir un don, ou un prêt sans intérêt, au nom de la justice. Son argument est moral. La Grande-Bretagne a combattu seule pendant 2 ans, sacrifiant sa richesse pour sauver la civilisation occidentale, tandis que l'Amérique s'enrichissait en vendant des armes. Selon lui, une aide de 6 milliards de dollars serait une juste compensation rétroactive pour cet effort disproportionné. Mais à Washington, la morale a peu de poids face à la politique. La guerre est finie, et les électeurs américains ne veulent plus payer pour l'Europe. De plus, ils se méfient du nouveau gouvernement travailliste, socialiste, à Londres. Les négociateurs américains refusent le don. Ils proposent un prêt commercial de 3,75 milliards de dollars, à 2% d'intérêt. C'est à peine suffisant pour éviter la famine, mais c'est surtout assorti de conditions draconiennes destinées à briser définitivement l'indépendance monétaire britannique. La condition la plus destructrice est la convertibilité du sterling. Les États-Unis exigent que, sous 1 an, la livre sterling devienne librement échangeable contre le dollar. Pendant la guerre, Londres bloquait cette conversion pour forcer les pays de l'Empire à acheter britannique. Ouvrir la convertibilité signifie que tous les détenteurs de livres, Inde, Égypte, Australie, vont se ruer pour les échanger contre des dollars afin d'acheter des produits américains. Keynes sait que c'est un piège mortel, mais sans le prêt, le pays s'effondre. Le Parlement britannique accepte l'accord, la mort dans l'âme. Le 15 juillet 1947, conformément à l'accord, Londres rend la livre convertible. La catastrophe prédite par Keynes se réalise instantanément. Une fuite massive de capitaux s'enclenche. En 5 semaines, la Grande-Bretagne perd près d'1 milliard de dollars de ses réserves, brûlant 20% du prêt américain pour rien. Le gouvernement doit suspendre la convertibilité en urgence le 20 août. L'opération est un fiasco total qui laisse l'Angleterre humiliée, appauvrie et plus endettée que jamais. Chapitre 4. Le déclin géopolitique et la dette éternelle et l'impact de cette faillite financière a des répercussions géopolitiques immédiates. En février 1947, le gouvernement britannique, à court de liquidités, envoie un télégramme secret au département d'État américain. Le message est simple. Londres n'a plus les moyens de financer la sécurité de la Grèce et de la Turquie face à la pression soviétique. La Grande-Bretagne jette l'éponge et se retire de son rôle historique de gendarme en Méditerranée orientale. C'est la naissance officielle de la doctrine Truman, où l'Amérique remplace l'Angleterre comme superpuissance protectrice. En 1949, la réalité économique force une dévaluation brutale de la livre sterling de 30%, passant de 4,03 $ à 2,9 $. D'un trait de plume, le pouvoir d'achat international des citoyens britanniques est amputé d'1 tiers. C'est la confirmation que le centre de gravité de l'économie mondiale a définitivement traversé l'Atlantique. L'Empire ne peut plus maintenir sa zone monétaire exclusive et commence à se désintégrer, non seulement par volonté politique d'indépendance des colonies, mais par incapacité financière de la métropole à maintenir le système. Cependant, la dette contractée en 1946 reste une charge bien réelle. Ce n'était pas de l'argent gratuit, c'était un prêt commercial avec des intérêts composés. Pendant les 60 années suivantes, à travers les crises économiques, le retour de la prospérité, les années Thatcher et l'ère Blair, le Trésor britannique a continué de payer. Chaque année, un chèque partait de Londres vers Washington. La somme finale remboursée s'élève à 7,5 milliards de dollars pour un capital initial de 3,75 milliards. L'ironie historique est mordante. L'Allemagne de l'Ouest, vaincue et détruite, a bénéficié du plan Marshall sous forme de dons majoritaires et a vu une grande partie de sa dette effacée pour permettre sa reconstruction. La Grande-Bretagne victorieuse a dû rembourser intégralement ses dettes de guerre avec intérêt, entravant sa propre reconstruction et ses investissements publics pendant des décennies. C'est une illustration parfaite du cynisme des relations internationales où la faiblesse d'un allié est exploitée aussi impitoyablement que la défaite d'un ennemi. Le bilan comptable final du transfert de richesses est vertigineux.
Si l'on additionne l'or transféré, les investissements bradés, les marchés perdus par la fin de la préférence impériale, les bases cédées pour 99 ans et les remboursements de prêts, l'Amérique a absorbé une valeur colossale. Les institutions américaines, banques d'investissement, géants industriels, complexes militaro-industriels, ont été les grands bénéficiaires de cette liquidation, récupérant des parts de marché mondiales que les Britanniques ne pouvaient plus servir. Ce déclin organisé a transformé la relation spéciale entre les deux pays. La Grande-Bretagne est passée du statut de partenaire égal à celui de partenaire junior, dépendant financièrement et militairement des États-Unis. L'architecte de ce nouvel ordre mondial n'était pas un général sur un char, mais des banquiers et des négociateurs armés de tableurs, qui ont su transformer la détresse d'une nation en opportunité de domination durable. Chapitre 5. Bretton Woods est la matrice du FMI. L'héritage le plus durable et le plus profond de cette période de transition n'est pas seulement le déclin économique britannique, mais la mise en place d'une architecture financière mondiale conçue pour pérenniser ce type de rapport de force. En juillet 1944, lors de la conférence de Bretton Woods, alors que les canons tonnaient encore en Europe, les délégués alliés se sont réunis pour dessiner le système monétaire d'après-guerre. John Maynard Keynes y défendait désespérément l'idée d'une monnaie de réserve supranationale et neutre, le Bancor, afin d'éviter qu'une seule nation ne domine le commerce mondial. Cependant, les États-Unis, détenteurs de la majorité de l'or mondial et créanciers universels, ont balayé cette proposition pour imposer le dollar comme unique pivot central, scellant ainsi leur hégémonie monétaire pour le siècle à venir. Ce nouveau système a institutionnalisé les méthodes ad hoc utilisées contre la Grande-Bretagne durant la guerre, en les transformant en règles permanentes de gouvernance mondiale via la création du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale. Ces institutions, basées à Washington et dominées par les droits de vote américains, ont reçu pour mandat de gérer les déséquilibres de paiements internationaux. Mais loin d'être de simples banques de charité, elles ont été conçues pour agir comme des leviers d'ouverture forcés des marchés, conditionnant systématiquement leurs prêts à l'adoption de politiques économiques favorisant le libre-échange et les investissements étrangers, répliquant ainsi la mécanique du prêt de 1946 à une échelle industrielle. Le mécanisme central de cette matrice financière est le concept de conditionnalité, qui fonctionne exactement comme les clauses draconiennes imposées à Londres pour obtenir le prêt de survie. Lorsqu'un pays en difficulté sollicite l'aide du FMI, il doit accepter en retour un plan d'ajustement structurel rigide. Ce plan impose invariablement l'austérité budgétaire, la réduction des subventions publiques et surtout la privatisation massive des actifs d'État rentables. C'est une forme de saisie d'actifs légalisée où les infrastructures nationales sont vendues à des capitaux internationaux pour rembourser des dettes, rappelant étrangement la vente forcée de l'American Viscose Corporation par les Britanniques. La Grande-Bretagne a ainsi joué le rôle involontaire de patient zéro ou de crash test pour ce système financier globalisé, en acceptant les termes de l'accord de prêt anglo-américain et en ratifiant les accords de Bretton Woods, malgré les réticences de Keynes, Londres a donné une légitimité politique et juridique cruciale à ce nouveau modèle. Si l'Empire britannique, avec toute sa puissance historique et son prestige, n'avait d'autre choix que de se soumettre à ces règles de restructuration financière, alors aucune autre nation émergente ou en développement ne pourrait espérer y résister par la suite, créant un précédent juridique indépassable. Depuis 1946, ce scénario de sauvetage contre souveraineté s'est répété avec une régularité métronomique dans plus de 80 pays à travers le monde. De la crise de la dette latino-américaine dans les années 1980 à l'effondrement des tigres asiatiques en 1997, jusqu'à la crise de la dette souveraine grecque plus récente, le playbook reste identique. Une crise de liquidité survient, l'institution internationale intervient, et en échange de dollars frais, le pays débiteur doit démanteler ses protections commerciales et vendre ses bijoux de famille, permettant aux multinationales occidentales d'acquérir des parts de marché à prix cassé, dans une logique de consolidation perpétuelle. L'histoire financière de la Seconde Guerre mondiale offre donc une leçon brutale, mais essentielle sur la nature véritable de la souveraineté nationale. Elle est indissociable de l'indépendance économique. Une nation, aussi glorieuse militairement soit-elle, qui ne peut nourrir sa population ou financer ses importations sans recourir au crédit d'une puissance étrangère, a de facto perdu sa liberté d'action géopolitique. La dette fonctionne comme une chaîne invisible mais incassable, bien plus efficace pour contrôler le destin politique d'un pays que l'occupation militaire, car elle opère sous le couvert de la légalité contractuelle et de la nécessité économique. Ce transfert d'hégémonie marque le passage d'un impérialisme territorial, coûteux et visible, le modèle britannique, à un impérialisme financier, invisible et rentable, le modèle du dollar. Les États-Unis n'ont pas eu besoin d'annexer physiquement les colonies britanniques. Il leur a suffi d'intégrer ces économies dans un système commercial libéralisé où leurs entreprises possédaient l'avantage compétitif et le capital.
C'est une domination par le bilan comptable plutôt que par la carte d'état-major, où les flux financiers remplacent les garnisons, rendant la domination plus durable, car elle est acceptée comme une loi du marché naturel. En conclusion de ce chapitre, il apparaît que le 29 décembre 2006, date du dernier remboursement britannique, n'était pas seulement une anecdote administrative, mais la clôture d'un dossier qui explique la structure même du monde moderne. L'Amérique n'a pas volé l'Empire britannique au sens criminel du terme, elle l'a acquis, pièce par pièce, légalement, à travers des contrats signés sous la contrainte de l'urgence vitale. C'est l'illustration ultime du réalisme politique. Dans l'arène internationale, il n'y a pas de gratitude pour les sacrifices passés, seule compte la puissance financière présente, et c'est cette puissance qui dicte les règles du jeu pour tous les autres joueurs. L'histoire officielle retient les batailles, mais la réalité du pouvoir s'écrit toujours dans les livres de comptes. Si cette analyse vous a permis de voir l'envers du décor géopolitique, soutenez ce travail de recherche avec un like. Abonnez-vous dès maintenant pour ne plus être simple spectateur, mais devenir analyste des grandes mutations mondiales. Le savoir économique est la seule arme qui ne s'émousse jamais. Rejoignez-nous pour l'aiguiser chaque semaine. Dites-nous en commentaire quel autre empire s'est effondré sous le poids de ses dettes selon vous.